Il ne distinguait plus les lignes vertes du rivage. Seuls les sommets des collines bleues se détachaient en blanc, comme s'ils étaient couverts de neige. Les nuages qui les couronnaient ressemblaient aussi à de hautes montagnes neigeuses. La mer avait pris une couleur foncée et la lumière découpait des prismes dans l'eau. Les taches innombrables du plancton se dissolvaient dans l'éclat du soleil à son zénith. Le vieux ne voyait plus que les irisations profondes sous l'eau violette et ces lignes qui descendaient tout droit dans la mer. Il y avait 1000 mètres de fond. Les thons étaient redescendus assez loin de la surface. Les pêcheurs appellent thons tous les poissons de cette espèce. Ils ne leur donnent leur véritable nom que pour les vendre ou les échanger contre des appâts. Le soleil était brûlant. Le vieux le sentait sur sa nuque. La sueur lui coulait le long du dos tandis qu'il ramait. « Je pourrais me laisser dériver, songeait-il, et piquer un roupillon. Suffit d'enrouler un bout de ligne autour de mon doigt du pied pour que cela me réveille. Mais aujourd'hui, c'est le 85e jour. Faut pas que je fasse de fantaisie. » À ce moment précis, comme il surveillait ces lignes, une des badines vertes qui servait de flotteur piqua brusquement du nez. « Voilà, voilà, dit-il, j'arrive. » Il rentra ses rames sans heurter le bateau. Il se pencha vers la ligne et la prit délicatement entre le pouce et l'index de la main droite. Aucun poids, aucune tension. Il tenait la ligne légèrement. Cela recommença. Cette fois, quelque chose tirait. Pas bien fort, mais le vieux sut exactement ce que c'était. À 100 pieds en dessous, un espadon était en train de manger les sardines qui recouvraient la pointe et la saillie de l'hameçon à l'endroit où celui-ci perçait la tête du petit thon. Le vieux, tout en maintenant la ligne délicatement, légèrement avec la main gauche, défit le nœud qu'il attachait à la badine. Elle pourrait ainsi glisser entre ses doigts sans que le poisson sentît la moindre résistance. Vu la saison et loin comme on est, il doit être bougrement gros, pensait-il. Allez, mange, poisson. C'est pour toi que je l'ai mis au frais, à 600 pieds de fond, dans l'eau froide. Vas-y, lance-toi encore un coup dans le noir. Viens croquer mes sardines. Une secousse légère, puis une autre, plus marquée. Une des têtes de sardines était moins facile à arracher de l'hameçon. Rien. Allez, viens donc, dit le vieux tout doux. Viens d'y voir encore une fois, mon gars. Sens-moi ça. C'est-y pas un régal? Mange les sardines tant que ça peut. Après, il y aura le thon. Bien ferme et froid. Tu m'en diras des nouvelles. Aie pas peur, mon mignon. Mange! Il attendait, le fil entre le pouce et l'index, surveillant non seulement cette ligne-là, mais aussi les autres, car le gros poisson pouvait se déplacer. La même secousse légère se fit sentir à nouveau. « Il y vient, dit le vieux tout haut. Mon Dieu, faites qu'il morde. » Le gros poisson ne mordit pas. Il était parti. Le vieux ne sentait plus rien. « C'est pas possible, dit-il. Le bon Dieu permettrait pas qu'il soit parti. Il fait un tour puis il va revenir. Peut-être qu'il a déjà tâté de l'hameçon et qu'il s'en souvient. » De nouveau la secousse. « Il faisait seulement un tour, dit le vieux joyeusement. Il va mordre. » Le menu tiraillement le rendait tout heureux. Et puis voilà qu'il sentit tout à coup quelque chose de dur, d'incroyablement lourd. C'était le poisson qui pesait de tout son poids. Il laissa la ligne filer, tout en déroulant une des 2 lignes de réserve. Le fil descendait. Bien qu'il glissât légèrement entre les doigts du vieux, bien que la pression du pouce et de l'index fût à peine sensible, il y avait toujours le poids formidable à l'autre bout. « Pour un gros, c'est un gros, dit-il. Il a en long dans la bouche et il fout le camp avec. Il va tourner, il va l'avaler, pensa-t-il. Il ne l'exprima point, parce que les chants de triomphe, ça risque de tout faire manquer. Il savait que c'était un poisson énorme. Il imaginait nageant dans les ténèbres, le thon planté en travers de sa gueule. Soudain, le poisson ne bougea plus, mais son poids était là. Le poids devint encore plus lourd, et le vieux donna du fil. Pendant un instant, il serra la ligne plus fort entre le pouce et l'index. Le poids s'alourdit d'autant. Cela s'enfonça à la verticale. « Il l'a !» dit-il. « Faut maintenant qu'il l'avale, et qu'il l'avale bien. » La ligne fila. Dans sa main gauche, le vieux saisit les 2 bouts de ligne de secours et les noua à la boucle prévue à cet effet sur une 3e ligne. De la sorte, il disposait de 3 paquets de lignes de 40 toises chacune, outre le paquet qu'il utilisait en ce moment. « Allez, mange-en encore un petit peu, dit-il. Mange-en, mon gros. Mange-en jusqu'à ce que la pointe de l'hameçon te rentre dans le cœur et que t'en crèves, pensait-il. Comme ça, tu remontes sans faire d'histoire, et je te mets le harpon dans la viande. Allons-y. T'es prêt, maintenant? T'y es resté assez longtemps à table? Aïe donc! S'écria-t-il en pompant vigoureusement des 2 mains. Il gagna 1 mètre de ligne. Il balançait chaque bras alternativement, aussi haut que possible, pivotant sur lui-même et s'aidant de toute la masse de son corps. Il eut beau pomper tant et plus, rien ne se produisit. Le poisson s'éloigna lentement et le vieux ne put le hisser d'1 centimètre.
Sa ligne était solide et faite pour les grosses prises. Cependant, elle était si tendue contre son épaule que les gouttelettes en jaillissaient. Le filin émettait dans l'eau une espèce de sifflement sourd. Le vieux allait toujours, s'arc-boutant contre le banc et se penchant en arrière pour mieux résister. Le bateau commençait à se déplacer doucement vers le nord-ouest. Le poisson tirait sans trêve. On voyageait lentement sur l'eau calme. Les autres appâts étaient toujours au bout de leur ligne. Il n'y avait qu'à les laisser. « Je voudrais bien que le gosse soit là, dit le vieux tout haut. Me voilà remorqué par un poisson à présent, et c'est moi la bite d'amarrage. Si j'amarre la ligne trop près, il est foutu de la faire péter. Ce qu'il faut, c'est se cramponner tant que ça peut et donner du fil tant qu'il en demande. Dieu merci, il va droit devant lui, il ne descend pas. Qu'est-ce que je fais s'il se met dans la tête de descendre ? Je me le demande. Qu'est-ce que je fais s'il coule et s'il crève ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ferai quelque chose. Il y a plein de choses que je pourrais faire. Il maintenait la ligne contre son dos et guettait l'inclinaison qu'elle gardait dans l'eau. Pendant ce temps-là, le bateau voguait à bonne allure vers le nord-ouest. Ça sera sa perte, pensa le vieux. Il ne peut pas mener ce train-là à perpète. 4 heures plus tard, le poisson nageait toujours, en plein vers le large, remorquant la barque, et les vieux s'arc-boutaient toujours de toutes ses forces, la ligne à travers du dos. Je l'ai ferré à midi, dit-il, et je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. Quand il avait ferré le poisson, il avait repoussé son chapeau de paille en arrière et le bord de la calotte lui sciait le front. Il avait grand soif. Il parvint à s'agenouiller sans ébranler la ligne et se glissa sous l'avant aussi loin qu'il put. D'une main, il atteignit la bouteille d'eau, la déboucha et but quelques gorgées, puis s'accota. Le mât horizontal, entouré de la voile, lui fournit un siège. Il s'efforça de ne penser à rien et de prendre sa fatigue en patience. Il regarda derrière lui. Il ne voyait plus la terre. C'est pas ça qui me gêne, pensa-t-il. Pour revenir, j'aurai toujours les lumières de la Havane. J'ai encore 2 heures jusqu'à ce que le soleil se couche. Il remontera peut-être avant. S'il ne remonte pas tout à l'heure, il remontera avec la lune. S'il ne remonte pas avec la lune, il remontera demain matin. J'ai pas de crampes, je suis costaud. C'est lui qui a l'hameçon dans le bec, pas moi. Mais, bon sang, faut-il qu'il soit gros pour tirer comme ça ? Qu'est-ce qui le coince, le fer, avec ses dents ? Si seulement je pouvais le voir 1 minute, histoire de savoir contre quoi je me bats. La nuit passa. Le poisson ne changea ni son allure, ni sa direction d'un pouce. Du moins, c'est ce que le vieux constata d'après la position des étoiles. Après le coucher du soleil, l'air se mit à fraîchir. La sueur qui couvrait le dos du vieux, ses bras, ses vieilles jambes, était glacée. Au cours de la journée, il avait enlevé le sac qui bouchait le seau aux appâts et l'avait étalé au soleil pour qu'il séchât. Au crépuscule, il avait attaché le sac autour de son cou, de telle façon qu'il lui pendait dans le dos. Avec 1000 précautions, il le fit glisser sous la ligne qui lui coupait les épaules. Cela constituait une sorte de tampon. De même, il avait réussi à appuyer sa poitrine contre le rebord de l'appontement, ce qui rendait sa position presque confortable. En fait, c'était à peine moins douloureux qu'avant. Mais par comparaison, cela semblait bon. Tant qu'il continuera comme ça, pensait-il, je ne pourrai rien faire contre lui. Je pourrai rien faire pour lui. Et il ne pourra rien faire pour moi. À un certain moment, il se mit debout et urina par-dessus bord. Il en profita pour examiner les étoiles et faire le point. De ses épaules jusque dans l'eau, la ligne n'était plus qu'un trait phosphorescent. L'allure était moins rapide à présent, et le halo lumineux de la Havane s'estompait, ce qui indiquait aux vieux que le courant devait les porter vers l'est. Que je perde de vue les lumières de la Havane, ça veut dire qu'on appuie vers l'est, songeait-il. Parce que, s'il avait continué à marcher tout droit, le poisson, on aurait vu la Havane beaucoup plus longtemps. Je me demande ce que ça a donné, le baseball aujourd'hui dans les grands matchs. Ça serait épatant de pouvoir pêcher comme ça avec une TSF. Puis il se dit « Pense qu'à une chose, pense à ce que tu fais, c'est pas le moment de faire l'idiot. » Il prononça alors « Je voudrais bien que le gosse soit là, il m'aiderait, et puis il verrait ça. On ne devrait jamais rester seul quand on est vieux, pensa-t-il, mais c'est inévitable. Surtout que j'oublie pas de manger le thon avant qu'il se gâte. Ça me gardera des forces. Rappelle-toi, même si t'as pas faim, faut que tu manges demain matin. Rappelle-toi, se répéta-t-il à lui-même. Pendant la nuit, 2 marsouins s'approchèrent de la barque. Il entendit leurs cabrioles et leurs reniflements. Il pouvait discerner le borborithme du mâle et le soupir de la femelle. Bon petit marsouin, dit-il. Ils jouent, ils font des farces, ils se baisent. C'est les frères de l'homme, pareil que les poissons volants. Alors il éprouva de la tristesse pour le grand poisson qu'il avait ferré. C'est un beau poisson. Qu'est-ce que pas comme les autres, pensa-t-il. Quel âge peut-il bien avoir ? Je n'ai jamais attrapé de si gros, ni qui se conduise aussi drôlement. Peut-être qu'il est trop malin pour sauter. S'il saute, ou s'il se lance à toute vitesse, il est fichu d'avoir ma peau.
Mais peut-être qu'il a déjà été ferré plusieurs fois et qu'il sait que c'est comme ça qu'il doit essayer de s'en sortir. Il ne peut pas savoir qu'il n'y a qu'un homme contre lui, et même que c'est un vieux. Mais bon sang, quelle pièce alors! Si seulement il avait la chair un peu fine, qu'est-ce que ça va me rapporter au marché? Il a mordu dans l'hameçon comme un mâle, il tire comme un mâle, il se défend, il s'affole pas. C'est qu'il y a une idée derrière la tête, ou qu'il fait n'importe quoi, comme moi. Il se souvient d'un couple de marlins dont il avait attrapé la femelle. Les mâles laissent toujours les femelles manger d'abord. Quand cette femelle-là s'était sentie férir, elle s'était débattue d'une manière si folle, si épouvantée, si désespérée, qu'elle avait bientôt perdu ses forces. Tout le temps de la lutte, le mâle était resté à ses côtés, croisant et recroisant la ligne, tournoyant en même temps qu'elle à la surface. Il nageait si près que le vieux craignait qu'il ne coupât la ligne avec sa queue. La queue des marlins est coupante comme une faux. D'ailleurs, elle ressemble à une faux par la taille et par la forme. Le vieux avait amené la femelle à la gaffe. Elle avait assommé à coups de gourdin en se cramponnant à son bec, qui était long comme une épée et rugueux comme un papier de verre. Il lui avait asséné sur la tête des coups si violents que la peau en était devenue grise comme du teint des glaces. Enfin, aidé du gamin, il l'avait hissé par-dessus bord. Pendant ce temps, le mâle était resté à côté de la barque. Soudain, alors que le vieux s'affairait à dégager les lignes et préparer le harpon, le mâle fait un bond prodigieux hors de l'eau, tout près de la barque, afin de voir où était la femelle. Puis offrant à l'œil ses larges rayures mauves, déployant ses grandes ailes couleur de lilas, autrement dit ses nageoires pectorales, il retomba dans la mer. Qu'il était beau, qu'il était fidèle. Le vieux n'avait jamais oublié cela. C'est la plus triste histoire de Marlin que je connaisse, pensa le vieux. Le gamin aussi, ça l'avait secoué. On avait honte. Aussi, on s'était dépêché de l'ouvrir et de la découper, cette femelle. Je voudrais que le gamin soit là, dit-il tout haut. Il se cala contre les planches arrondies de l'avant. La ligne était tendue contre son épaule. Il sentait la force du grand poisson qui l'emporta invinciblement, Dieu ne sait d'où, vers l'endroit qu'il avait choisi. Je l'ai pris en traître, pensa le vieux. C'est à cause de mes pièges qu'il a été obligé de choisir. Il a choisi de rester dans les eaux profondes, dans le noir, loin des hameçons, loin des traîtres. Et puis voilà que moi j'ai choisi d'aller chercher tout là-bas, dans le fond, plus loin que tous les poissons du monde. Maintenant, lui et moi, on est unis. Depuis le milieu du jour, on est accrochés ensemble. Et personne ne peut nous aider, ni lui, ni moi. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas devenir pêcheur, songea-t-il. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre? Faut surtout pas que j'oublie de manger le petit thon dès qu'il fera jour. À l'aube, quelque chose mordit à l'un des appâts qui se trouvait derrière lui. La badine verte se rompit, et la ligne commença à filer. Dans l'obscurité, le vieux tira son couteau de la gaine et, faisant porter toute la pesée du poisson sur son épaule gauche, se pencha. Il coupa la ligne en danger contre le bois du plat-bord. Il sectionna aussi l'autre ligne, celle qui se trouvait le plus près de lui, et, toujours dans l'obscurité, il rattacha les extrémités libres des filins de secours. Il travaillait très adroitement, d'une seule main. Tout en prenant soin de faire des nœuds solides, il maintenait les paquets de lignes avec son pied. Grâce à cette opération, il se trouva à la tête de 6 paquets de lignes de secours, à savoir 4 qui provenaient des 2 lignes principales qu'il avait sacrifiées, et 2 de la ligne que son poisson avait pris. Ils étaient tous reliés ensemble. Quand il fera jour, pensa-t-il, je tâcherai d'aller jusqu'à la ligne des 40 toises. Je la découperai et j'ajouterai les lignes de secours aux autres. J'aurais tout de même perdu 200 toises de bonnes cordelles catalanes, sans compter les hameçons et les bases de ligne. Mais ça peut se remplacer. Qu'est-ce qui remplacera mon grand poisson si je me mets dans le cas de ferrer une bête quelconque qui viendrait se mettre à la traverse? Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ce poisson qui avait mordu tout à l'heure? Un marlin? Un gros bec? Un requin? Il n'a pas eu le temps de tirer. J'ai été obligé de m'en débarrasser trop vite. Il dit tout haut. Je voudrais bien que le gosse soit là. Mais voilà, il n'est pas là, pensa-t-il. Il n'y a que ta vieille peau, et tu ferais même bougrement bien d'arriver jusqu'à la dernière ligne, qu'il fasse noir ou pas, pour la couper et ajouter 2 lignes de secours aux autres. Et il réussit cela encore. C'était difficile dans l'obscurité. Tandis qu'il y travaillait, le poisson fit une embardée qui précipita le vieux la tête la première. Il se fendit la joue au-dessous de l'œil. Une rigole de sang descendit sur sa pommette, mais se coagula et sécha avant d'arriver jusqu'au menton. Le vieux retourna à l'avant et s'appuya contre le plat-bord. Il arrangea le sac du mieux qu'il put et, avec grand soin, déplaça la ligne de façon qu'elle coupa une autre partie de son échine. Ses épaules lui servant de cabestan, il arriva à évaluer avec exactitude la force du poisson. Il pouvait aussi laisser pendre sa main dans l'eau, ce qui lui donnait une idée de la vitesse de la barque. « Je me demande pourquoi il a fait ce bond-là, » pensa-t-il. Le fil mécanique a dû glisser sur cette montagne qui lui sert de dos. Pourtant son dos lui fait pas plus mal que le mien. Serait-il grand comme une maison ? Il peut tout de même pas tirer cette barque jusqu'à l'année prochaine. À présent, je me suis débarrassé de tout ce qui pourrait me gêner.
J'ai une bonne longueur de fil en réserve. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Poisson, dit-il doucement à voix haute. Poisson, je resterai avec toi jusqu'à ce que tu sois mort. Lui aussi restera avec moi, probable, pensa-t-il. Il attendit que le jour parût. C'était l'aube. Il faisait froid. Le vieux se rencogna contre le bois pour avoir un peu de chaleur. Je tiendrai bien aussi longtemps que lui, pensa-t-il. Au jour naissant, il vit sa ligne qui s'allongeait obliquement vers le fond de l'eau. Le bateau voguait toujours. Le premier rayon de soleil accrocha l'épaule gauche du vieux. « Il a mis le cap au nord, dit le vieux. Le courant nous aura poussé loin à l'est, pensa-t-il. Si seulement il pouvait faire un tête à queue dans le sens du courant, ça voudrait dire qu'il commence à se fatiguer. » Le soleil monta dans le ciel. Le poisson ne donnait aucun signe de fatigue. Une seule chose consolante, l'inclinaison de la ligne, qui indiquait que le poisson nageait à une moins grande profondeur. Cela ne signifiait pas nécessairement qu'il sauterait, mais le laissait prévoir. « Mon Dieu, faites qu'il saute, dit le vieux. J'ai assez de lignes pour m'en arranger. Des fois que je tende un peu plus, pensa-t-il, juste assez pour lui faire du mal. Ça le ferait peut-être sauter. Maintenant qu'il fait jour, mon Dieu, faites qu'il saute. Comme ça, il remplira d'air les sacs qu'il a sous le dos au lieu de s'en aller crever au fond de la flotte. » Il essaya d'augmenter la tension de la ligne, mais celle-ci, depuis qu'il avait ferré le poisson, était tendue à se rompre. Quand il se pencha en arrière pour tirer, il éprouva une telle résistance qu'il comprit qu'il était impossible d'obtenir davantage. Pas de secousse surtout, pensa-t-il. À chaque secousse, l'hameçon y arrache la gueule un peu plus, et il risquerait de l'envoyer promener au moment où il sautera. Tout de même, depuis qu'il y a du soleil, ça va mieux. Pour une fois, j'ai la veine de ne pas l'avoir dans l'œil. Les herbes jaunes s'étaient accrochées à la ligne, mais le vieux savait que c'était autant de poids supplémentaires que le poisson avait à remorquer. Il en était ravi. C'était cette herbe jaune du Gulf Stream qui avait produit tant de phosphorescence au cours de la nuit. « Poisson, dit-il, je t'aime bien, et je te respecte. Je te respecte beaucoup. Mais j'aurai ta peau avant de la fin de la journée, que je dis, pensa-t-il. Un oiseau de petite taille, venant du nord, se dirigea vers la barque. C'était une sorte de fauvette qui volait très bas. Le vieux se rendit compte que la pauvrette était à bout de force. L'oiseau s'abattit à l'arrière de la barque. Après quelques repos, il se mit à volter autour de la tête du vieux, puis se posa sur la ligne où il se sentait plus à l'aise. « Quel âge t'as » demanda le vieil homme à l'oiseau. « C'est-il ta première traversée ?» Pendant qu'il parlait, l'oiseau le regardait. Il était si las, le petit oiseau, qu'il ne prit même pas la peine de tâter son perchoir. Au moment où ses pattes minces s'agrippèrent au fil, il tituba. « C'est du solide, lui dit le vieux. Trop solide même, je dirais. Tu devrais pas être fatigué comme ça après une nuit de rien du tout, sans vent. Alors quoi ? Y a plus d'oiseaux ? Si, il y a les éperviers, pensa-t-il. Les éperviers qui vont au large pour les attendre. Mais il ne parla pas des éperviers à la fauvette. Celle-ci, de toute façon, ne l'aurait pas compris. Et elle avait bien le temps d'entendre parler des éperviers. Repose-toi un bon coup, mon petit, dit-il. Puis tâche de gagner la terre. Tu as ta chance. Tout le monde a sa chance. Les hommes, les oiseaux, les poissons. Son dos était raide par la suite du froid de la nuit. Il en souffrait terriblement. Et cette petite conversation lui redonnait du cœur. Reste chez moi, si tu veux, petit oiseau, dit-il. Je voudrais bien pouvoir hisser la voile et te ramener à terre dans cette bonne brise qui se lève. Mais j'ai du monde. Comme il discourait de la sorte, le poisson fit une brusque embardée qui précipita le vieil homme à plat ventre sur l'appontement et l'aurait emporté par-dessus bord s'il ne s'était pas cramponné et n'avait pas donné un peu de ligne. La secousse avait fait envoler l'oiseau. Le vieux ne l'avait même pas vu partir. Il palpa la ligne soigneusement et s'aperçut que sa main droite était tout ensanglantée. « Ça veut dire que quelque chose l'a blessé, dit-il. Il tira sur la ligne pour voir s'il ne pouvait pas faire tourner le poisson. Mais dès qu'il eut atteint l'extrême limite de la tension, il n'insista pas et s'arc-bouta pour résister à la violence de la propulsion. « Tu commences à en avoir ta claque, poisson. Et moi, alors, bon sang, qu'est-ce que je dirais ?» Du regard, il chercha l'oiseau. Il aimait bien sa société. Mais l'oiseau était parti. « T'es pas bien resté longtemps, » pensa l'homme. « T'as eu tort, parce que d'ici à la côte, c'est le plus dur. Comment que j'ai fait mon compte pour me laisser esquinter la main comme ça ? Parole, alors, je deviens idiot. Ou alors, c'est que je regardais ce petit oiseau et que je pensais à lui. À partir de maintenant, je ne penserai plus qu'à mon travail, et puis il faudra que je mange le thon pour pas tomber en faiblesse. Si seulement le gosse était là, et si seulement j'avais un peu de sel, dit-il tout haut. Il transféra le poids de la ligne sur son épaule gauche, et s'agenouilla avec 1000 précautions. Il se lava la main dans l'océan et la tint sous l'eau pendant une bonne minute. D'après le glissement de l'eau contre sa peau, le vieux supputa la vitesse de la barque. Sa main soulevait un petit sillage sanglant. « Il va bougrement moins vite, dit-il. » Il aurait bien aimé laisser sa main tremper plus longtemps, mais il craignait que le poisson ne fît un nouveau soubresaut. Il se releva donc, et, tout en s'efforçant de garder l'équilibre, tint sa main tournée vers le soleil. C'était qu'une frottée de ligne qui avait arraché la chair.
Toutefois, l'entaille affectait la partie la plus utile de la main. Le vieux savait qu'il aurait largement besoin de ses 2 mains jusqu'à ce que tout fût fini. Il m'a endommagé avant même d'avoir commencé. C'était embêtant. Allons, dit-il, quand la main fut sèche. Faut que je mange le petit thon. Je peux l'attendre avec la gaffe et le manger ici, tranquille. Il se mit à genoux et s'étendant de la gaffe, atteignit le thon sous la poupe. Il l'amena jusqu'à lui, en prenant bien soin de ne pas bousculer les paquets de lignes. Faisant passer de nouveau la ligne sur son épaule gauche, s'appuyant sur son bras et sa main libre, il dégagea le thon du crochet et rangea la gaffe dans son coin. Ensuite, il posa le genou sur l'animal et se mit en devoir de le découper de la tête à la queue, dans le sens de la longueur. Ces tranches de chair rouge sombre qu'il levait avaient une forme de fuseau. Elles allaient de l'arête dorsale jusqu'au bord du ventre. Le vieux en découpa de la sorte 6, qu'il étala sur le plat-bord de l'avant. Il essuya ensuite son couteau sur son pantalon, puis soulevant l'arête du bonito par la queue, il la jeta à la mer. « Je pourrais jamais en manger une entière, dit-il, en plantant son couteau dans l'une des tranches. Le grand poisson tirait sans faiblir sur la ligne, et le vieux avait des crampes dans la main gauche. Il considéra cette main crispée sur la corde épaisse d'un air dégoûté. « Je te fais mes compliments, dit-il à la main. Offre-toi des crampes, vas-y. Non mais regardez-moi ça. On dirait-il pas une patte de crabe ? Allez, mon vieux, ajouta-t-il en regardant l'eau sombre pour voir comment la ligne s'y enfonçait. Faut le manger, ce thon-là. Ça te décrispera la main. C'est pas sa faute à la main. Et ça fait un bout de temps que le poisson me trimballe. Il peut me trimballer comme ça indéfiniment. Mange ton bonito et grouille-toi. Il piqua un morceau de thon, le porta à sa bouche et le mastiqua lentement. Ce n'était pas mauvais. Mâche bien, pensa-t-il. Tire-en tout le jus. C'est certain qu'avec un peu de sel et du citron, ça aurait meilleur goût. Et comment que ça va-t-il, toi, la main ? Demanda-t-il à la main douloureuse, qui était presque aussi raide que celle d'un mort. J'en mangerai un peu plus, exprès pour toi, de ce bonito. Il mangea l'autre moitié du morceau. Il mastiqua consciencieusement, puis cracha la peau. Comment que tu vas, la main ? Ou alors il est encore trop tôt pour savoir ? Il prit une autre tranche. Le bonito, c'est un poisson solide, et qui a du sang, pensa-t-il. J'ai eu de la veine d'attraper ça au lieu d'une dorade. La dorade, c'est trop sucré. Celui-là, il est à peine sucré. Il a beau être mort, on dirait qu'il a gardé toute sa force. Il n'y a qu'une chose qui compte par le fait, c'est que je mange, pensa-t-il. Si seulement j'avais un peu de sel. Et le soleil, ça va-t-il sécher ou pourrir le morceau qui reste ? On ne sait jamais. J'ai plus faim, mais j'en ferais mieux de ne pas tout manger. La bête, là, en bas, pour le moment, elle ne dit rien. Je vais tout manger, comme ça, je serai paré. Courage, main, dit-il, c'est pour toi que je mange. J'aimerais bien lui donner à manger au poisson, pensa-t-il, à mon frère le poisson, mais il faut que je le tue et que je garde mes forces pour ça. Lentement et consciencieusement, il mangea toutes les tranches en forme de fuseau. Il se redressa et s'essuya les mains à son pantalon. À présent, dit-il, tu peux lâcher la corde, main. Je vais me débrouiller avec la grosse bête, rien que de la main droite. Je sais ce que tu as fini de faire l'imbécile. Il posa son pied sur la lourde ligne qui avait tenu la main gauche, et fit levier de tout son corps pour alléger le poids qui lui sciait le dos. Mon Dieu, faites que cette crampe foute le camp, dit-il. Vous comprenez ? Je ne sais pas ce qu'il va faire, ce grand poisson-là, maintenant. Pourtant, il a l'air tranquille, pensa-t-il. Il suit sa petite idée. Mais qu'est-ce que c'est, son idée ? Et mon idée, à moi, qu'est-ce que c'est ? C'est d'inventer quelque chose d'après son idée à lui, parce que c'est lui qui commande, grand comme il est. S'il se décide à sauter, j'ai une chance de l'estourbrir. Mais voilà, il ne veut pas quitter le fond. Alors faut que je reste avec lui dans le fond. Il frotta sa main crispée contre le pantalon et tenta de remuer les doigts. Mais la main resta fermée. Peut-être qu'elle s'ouvrira au soleil, pensa-t-il. Peut-être qu'elle s'ouvrira quand j'aurai digéré le petit bonito tout cru. Bah, si jamais j'en ai besoin, je saurai bien l'ouvrir quand même. Mais tout de suite, faut pas l'ouvrir de force. Elle s'ouvrira toute seule. Elle se remettra en marche quand elle voudra. Elle en a vu des rudes, malgré tout, cette nuit, quand il a fallu détortiller toutes les lignes et les nouer. Il embrassa la mer d'un regard et se rendit compte de l'infinie solitude où il se trouvait. Toutefois, il continuait à apercevoir des prismes dans les profondeurs ténébreuses. La ligne s'étirait à la proue. Des tranches d'ondulation parcouraient l'eau calme. Les nuages se portaient à la rencontre des alizés. En avant de la barque, un vol de canards sauvages se découpait contre le ciel. Il disparut, puis reparut, et le vieux sut que nul n'est jamais complètement seul en mer. Il se souvint de l'angoisse qui s'empare dans leur petite barque de certains pêcheurs, à l'idée de perdre la terre de vue. Il n'avait pas tort, car il y a des saisons où le gros temps fond sur vous sans crier gare. Mais on avait passé ces saisons-là. On était à présent dans la saison des ouragans. Quand il n'y a pas d'ouragan en train, c'est le plus beau temps de l'année. Un ouragan, cela se flaire de loin.
Si on est en mer, on peut en observer les signes dans le ciel plusieurs jours à l'avance. Les gens de la terre ne comprennent rien au ciel, pensait le vieux. Ils ne le regardent pas comme il faut. Sans compter les nuages, ça n'a pas la même forme, vu de la terre ferme. En tout cas, il n'y a pas d'ouragan en route pour le quart d'heure. Il considéra le firmament, où de blancs cumulus, pareils à de savoureux et gigantesques gâteaux à la crème, s'étageaient. Plus haut, les fines plumes des cirrus caressaient le ciel de septembre. Légère brisa, dit-il. Ce temps-là est meilleur pour moi que pour toi, poisson. Sa main gauche était toujours nouée, mais il gagnait peu à peu sur l'engourdissement. Bon sang, j'aime pas les crampes, pensa-t-il. C'est un sale tour qu'elle vous joue, là, votre carcasse. Bien entendu, quand on se flanque une indigestion, c'est embêtant d'avoir la diarrhée devant les camarades, ou de vomir. Mais alors là, une crampe. Pour lui, une crampe était une espèce de calabre. C'est plus humiliant quand personne ne vous voit. Si le gosse était là, il pourrait me frictionner la main, il me plierait le poignet, pensait-il. Bah, ça finira bien par se remettre en place. Tout à coup, avant même de voir l'inclinaison de la corde se modifier, il sentit quelque chose de nouveau dans la tension de la ligne. Pesant de toutes ses forces sur le fil, le vieux se donnait de la main gauche de grands coups contre la cuisse. La ligne, lentement, arrivait. « Le voilà qui monte, dit-il. Allez, main, allez, crénon !» Lentement, régulièrement, la ligne montait. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violet foncé. Le soleil éclairait en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une patte de baseball, et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis, avec l'aisance d'un bon nageur, replongea. Le vieux eut le temps d'apercevoir la grande queue en forme de faux qui s'enfonçait, tandis que la ligne recommençait à galoper. « Il a 2 pieds de plus que la barque, » dit le vieux. La ligne filait à toute vitesse, mais sans heurts. Le poisson ne s'affolait pas. Avec ses 2 mains, le vieux s'efforçait de maintenir le fil juste à la limite du point de rupture. Il fallait tenir le poisson serré pour le contraindre à ralentir. À la moindre défaillance, il risquait d'emporter toute la ligne et de la casser. « C'est un tout gros, pensait-il. Faut que je l'aie à la persuasion. Faut surtout pas qu'il ait l'idée de sa force ni de ce qu'il pourrait faire en se mettant à cavaler. Moi, si j'étais que de lui, j'en foutrais un grand coup tout de suite et je tirerais jusqu'à temps que ça pète. Dieu merci, ces bêtes-là, c'est pas aussi intelligent que les humains qui les tuent. Ça les empêche pas d'être meilleurs que les humains, et plus malignes, dans un sens. » Le vieux avait rencontré des quantités d'espadons dans sa vie. Certains pesaient jusqu'à 500 kilos. Lui-même, au cours de sa carrière, en avait pêché 2 de ce poids. Toutefois, il n'était pas seul. Aujourd'hui, il est tout seul. Il a perdu la terre de vue, et le voilà accroché à la plus grosse pièce qu'il n'ait jamais trouvée. Jamais il n'a même entendu parler d'une pièce comme cela. Et sa main gauche est aussi recroquevillée que les serres d'un aigle sur un lapin. Patience, elle finira bien par s'ouvrir, pensait-il. Sûrement qu'elle va s'ouvrir pour aider ma main droite. Il y a 3 choses qui vont ensemble. Le poisson et mes 2 mains. Faut que cette crampe finisse. C'est pas honnête pour une main d'avoir une crampe pareille. L'espadon avait ralenti encore une fois. Il était revenu à sa vitesse initiale. Je me demande pourquoi il a sauté. On dirait qu'il a sauté rien que pour montrer qu'il est grand. Bon, je le sais maintenant qu'il est grand. J'aimerais bien lui montrer à mon tour quelle espèce de bonhomme que je suis, moi. D'un autre côté, vaut mieux qu'il ne voie pas la main avec la crampe. Faut le laisser croire que je suis plus costaud que j'en ai l'air. C'est le bon truc pour l'être vraiment. Je voudrais que ce soit moi le poisson, pensa-t-il. C'est lui qui a tous les avantages. Moi, j'ai que ma volonté et ma cervelle. Il se cala contre le bois du mieux qu'il put et prit son mal en patience. Le poisson allait toujours. Le bateau se déplaçait lentement sur l'eau sombre. Une légère houle se dessinait sous le vent qui se levait à l'est. À midi, la main gauche du vieil homme s'ouvrit. « Il y a du mauvais pour toi, poisson, » dit-il en déposant la ligne sur le sac qui couvrait ses épaules. Il était installé assez commodément, mais il avait mal, ce qu'il se refusait à admettre. « Je ne suis pas très fort pour ce qui est de la religion, dit-il, mais je dirais bien « dis notre Père » et « dis je vous salue Marie » pour rattraper ce poisson-là. Si je l'attrape, je fais vœu d'aller en pèlerinage à la Vierge de Cobre. C'est dit. Il se mit à défiler mécaniquement ses prières. Par moments, la fatigue envahissait sa mémoire, ce qui l'obligeait à réciter très vite afin que la prière vînt automatiquement. Les « Je vous salue Marie » sont plus faciles que les « Notre Père », pensa-t-il. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. » Puis il ajouta « Vierge bénie, priez pour la mort de ce poisson, quoique ce soit un poisson extraordinaire. » Ces prières dites, il se sentit beaucoup mieux. Cependant, ses souffrances étaient exactement les mêmes, peut-être un peu plus cruelles qu'avant.
Il s'appuya contre le plat-bord et fit jouer machinalement, les doigts de sa main gauche, malgré la brise qui soufflait agréablement. Le soleil était très chaud. Je ferais bien de réappâter cette petite ligne qui est là-bas, à l'arrière, dit-il. Si le poisson a envie de se promener toute la nuit, il faudra tout de même que je mange. Sans compter qu'il ne reste pas beaucoup d'eau dans la bouteille. Ça m'étonnerait que j'attrape autre chose qu'une dorade par ici. Mais si je la mange bien fraîche, ça ne sera pas trop mauvais. Si seulement un poisson volant pouvait me tomber dans les pattes ce soir. Mais je n'ai pas de lumière pour l'attirer. Cru, le poisson volant, c'est épatant. Et j'aurais pas besoin de le couper. À présent, faut pas que je gaspille ma force. Jésus! J'aurais jamais pensé que ce poisson-là était si gros. Ça m'empêchera pas de le tuer, dit-il. Tout superbe et formidable qu'il soit. Faut bien dire que c'est pas juste, pensa-t-il. Mais je lui ferai voir tout ce qu'un homme peut faire et tout ce qu'un homme peut supporter. J'ai dit au gamin que j'étais un drôle de bonhomme, dit-il. C'est le moment ou jamais de le prouver. Qu'il l'eût déjà prouvé 1000 fois, cela ne signifiait rien. Il fallait le prouver encore. Chaque aventure était nouvelle. Dans l'action, le vieux ne pensait jamais au passé. Je voudrais bien qu'il dorme. Je pourrais dormir aussi et rêver de lions, pensa-t-il. Pourquoi c'est-il les lions que je me rappelle surtout? Ne te pose pas de questions, mon ami, se dit-il à lui-même. Repose-toi gentiment contre le plat-bord et pense à rien. Il travaille, lui. Toi, travaille le moins possible. L'après-midi était déjà bien entamé. Le bateau continuait à voguer calmement, régulièrement. Maintenant, la brise de l'Est ajoutait sa poussée au mouvement du bateau. Le vieux était porté doucement sur la houle et la douleur que creusait la corde sur son dos suivait le rythme de cette longue et molle ondulation. La ligne remonta encore une fois au cours de l'après-midi, mais sans résultat. Le poisson nageait simplement à une profondeur moindre. Le vieux avait le soleil sur l'épaule, le bras gauche et le dos, d'où il conclut que l'espadon faisait route vers le nord-est. Depuis qu'il l'avait vu, il se le représentait avançant dans l'eau sombre, ses nageoires rouges sombres largement déployées, comme des ailes, sa grande queue verticale coupant les ténèbres. Je me demande s'il voit quelque chose à cette profondeur-là, pensa le vieux. C'est vrai qu'il a un œil énorme et qu'un cheval, avec un œil bien moins grand, voit dans le noir. Moi aussi je voyais très bien dans le noir autrefois. Pas dans le noir, bien sûr, mais presque aussi bien qu'un chat. L'action du soleil, jointe à l'exercice qu'il n'avait cessé de donner à ses doigts, avait complètement détendu sa main gauche. Cela lui permit de confier cette main davantage de travail. Il faisait jouer les muscles de son dos pour déplacer un peu l'appui meurtrier de la corde. Si t'es pas fatigué, poisson, dit-il tout haut, c'est que t'es un drôle de client. Lui-même commençait à se sentir épuisé. Il savait que la nuit allait tomber bientôt et il essayait de penser à autre chose. Il pensait aux grandes associations de baseball, qu'il appelait naturellement les Grandes Ligas. Il pensait aux matchs qui avaient mis aux prises les Yankees de New York et les Tigres de Détroit. 2 jours que ça dure, pensa-t-il. Je ne connais pas les résultats des Yogos. Mais il faut avoir confiance. Je serai à la hauteur du grand DiMaggio qui sait tout faire épatément. Malgré son talon qui lui fait tellement mal avec son bec de bécasse. Qu'est-ce que c'est au juste un bec de bécasse se demanda-t-il. Une espuela de hueso. Nous autres pêcheurs, on n'en a pas de choses pareilles. Ça ferait-il des fois aussi mal qu'un ergot de coq de combat qui vous serait entré dans le talon? Moi, je pourrais jamais supporter ça. Si on me crevait un œil ou les 2 yeux, je pourrais pas continuer à me battre, comme les coqs de ton combat. L'homme, c'est pas grand-chose à côté des grands oiseaux et des bêtes. Et pourtant, ce que j'aimerais le mieux être, moi, c'est encore cette bête qui tire, là, en ce moment, dans le fond de ce tonneau noir.